Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 25 février 2018 et voici le sommaire. Marion Maréchal Le Pen, superstar chez les conservateurs américains, la contre-attaque de Laurent Wauquiez et le retour d'Emmanuel Macron sur les planches. Ce sera dans la semaine Paul de Félix Suffer-Lopez. Ces politiques vous emmènent ce soir en Italie, J-7 avant les législatives. Ça s'annonce extrêmement serré, tout peut arriver, y compris le retour de Silvio Berlusconi ou la victoire d'un candidat d'extrême droite, Matteo Salvini. Du nord de l'Italie à la Sardaigne, vous allez découvrir les coulisses d'une campagne à droite toute, dont les immigrés sont souvent la cible depuis 3 semaines. Les Italiens d'abord. Celui qui choisit la Ligue du Nord choisit les Italiens d'abord. Pour les logements, pour les aides, pour le travail. Nos proches d'abord, nos enfants d'abord. C'est pas du racisme, c'est du bon sens, de la légitime défense. Votre député rencontre-t-il des représentants de puissants lobbies? A-t-il reçu des cadeaux d'un laboratoire pharmaceutique, par exemple? La transparence est en marche à l'Assemblée, mais une députée voudrait aller encore plus loin en obligeant les parlementaires à déclarer toutes leurs rencontres en totale transparence. Vous allez le voir, sa proposition ne fait pas l'unanimité chez les élus. Bureau de vérif avec Maxime Darquier. Et puis notre enquête de la semaine s'intéresse à un nouvel acteur du débat politique, le Printemps républicain, mouvement marqué à gauche qui prône une laïcité de combat et qui est de plus en plus écouté par le gouvernement. Cette influence grandissante, ses cadres et ses militants l'ont conquise en menant une véritable guérilla sur les réseaux sociaux. Leur cible, ceux qu'ils jugent trop laxistes face à la présence dans l'espace public des signes religieux. Interdisons la présence de mères voilées dans les sorties scolaires. Je ne veux pas que les enfants s'habituent au voile. Ils ont des personnalités ciblées. Jean-Louis Bianco est une des cibles, Rokhaya Diallo est une des cibles, Benoît Hamon est une des cibles. Brice Couturier, journaliste et signataire du manifeste du Printemps républicain, sera notre invité tout à l'heure. Avec lui, on parlera aussi de son dernier livre, Macron, un président philosophe. Qu'y a-t-il dans la tête d'Emmanuel Macron? Quels sont les penseurs qui inspirent sa politique? Ouvrage passionnant et on en parlera donc dans la deuxième partie. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Politique avec les 3 indispensables, Camille Girard, Thomas Negaroff et Luc Hermann. Bonsoir les amis. Bonsoir. Et Camille, avec vous, on va donc parler un peu italien ce soir. Oui, vous vous souvenez de Beppe Grillo, cet humoriste qui était à la tête du mouvement 5 étoiles. Et bien, ce soir, on vous présente son successeur. Il a 31 ans et il est bien placé dans cette campagne électorale. Thomas, avec vous ce soir, la bataille des idées au programme de ces politiques. Oui, on va parler d'un communiste disparu en 1937 qui explique que le pouvoir se gagne par les idées, par la culture et qui séduit largement en France. Un spectre très large, de Jean-Luc Mélenchon à Marion Maréchal Le Pen. Luc, l'immigration au cœur de l'actu, on l'a vu en Italie, mais aussi en France cette semaine. Oui, ce soir, Karim, le projet de loi Asile défendu par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui fait de plus en plus l'unanimité contre lui et pas uniquement du monde associatif. Dans la deuxième partie de ces politiques, on recevra une députée En Marche qui fait beaucoup parler d'elle depuis qu'elle a osé tenir tête justement au ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Elle s'appelle Sonia Crimi et puis j'aurai le plaisir d'accueillir sur ce plateau un homme qui adore observer les Français pour mieux décrypter leurs mots, leurs expressions, leurs gestes du quotidien. L'écrivain Philippe Delerme sera notre grand témoin. Ce sera juste après 20h. Notre premier invité, lui, a traversé l'Atlantique pour venir nous voir. Alors c'est un premier indice, mais il n'est pas suffisant pour trouver. Alors on fait son portrait en pourcentage. Il serait 40% Alain Finkielkraut, parce que comme lui, c'est un intellectuel conservateur, et parce que Finkielkraut est le premier à avoir donné une tribune médiatique à notre invité ici en France. Il serait également 40% Laurent Wauquiez, parce que le patron de la droite française dit s'inspirer de ses travaux et de ses analyses qui critiquent le multiculturalisme. Enfin, il serait 20% Céline Dion, c'est un peu facile, mais comme la star de la chanson, c'est un Québécois qui est très écouté ici en France. Il est 100% Mathieu Bock-Côté. Bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, Finkielkraut, Wauquiez, Céline Dion. Bon, ça vous va ce portrait ou pas? Finkielkraut, certainement. Céline Dion, c'est une ambassadrice du Québec à l'international. Pour Wauquiez, je le remplacerai par le général de Gaulle, mais il part sur un de ses successeurs. On va parler de tout ça. Ça vous va, oui, le Finkielkraut québécois, le surnom vous plaît? On vous le donne en ce moment. Je le prends comme un remarquable compliment, donc je m'en réjouis. J'espère être à la hauteur du compliment. Alors, vous avez 37 ans, Mathieu Bock-Côté. Vous êtes notre deuxième Québécois cette saison dans ces politiques. On avait reçu Michaël Jean, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, il y a quelques semaines. Vous êtes né dans la banlieue nord de Montréal et vous êtes l'une des nouvelles voix de la droite conservatrice, Mathieu Bock-Côté, sociologue. En pointe contre le multiculturalisme, on va beaucoup en parler, et on vous prête effectivement une grande influence auprès de Laurent Wauquiez, on va y revenir notamment avec Camille. Le virus de la politique, vous l'avez attrapé très jeune au Québec. Pour vous, ça a très vite rimé avec indépendance du Québec, la politique. Il paraît qu'à 12 ans, alors est-ce que c'est vrai? À 12 ans, vous aviez appris par cœur le discours du général de Gaulle, Vive le Québec libre, et que vous le récitaient dans la rue en marchant. Oui, c'est terriblement vrai. Mais pour un jeune homme de ma génération, né en 80, la vie politique, quand on avait
l'appel de l'espace public, disons ça ainsi, la question nationale québécoise était partout présente. Et donc, à 12 ans, mais même avant ça, je me rappelle très jeune, mon père m'avait fait écouter le discours du Vive le Québec libre. Je l'ai appris assez rapidement. Pour l'essentiel. Vous le connaissez encore par cœur ou pas? Sorte de grands segments, certainement. Oui. Alors, ça fait longtemps que vous faites parler de vous au Québec, Mathieu Bock-Côté, mais votre exposition médiatique est assez récente ici en France. Alors, je précise que vous vivez encore à Montréal. Hein, non seulement encore à Montréal, vous enseignez toujours à Montréal. Elle vous vient d'où cette passion pour la France? Ben, vous savez, quand on est québécois, d'une manière ou de l'autre, il y a une forme de vocation francophile naturelle. C'est-à-dire, pour peu qu'on veuille, lorsqu'on est en Amérique du Nord, à côté de l'Empire américain, dans un Canada pour qui la langue française est souvent un bibelot folklorique, la France est non seulement le pays des ancêtres, comme on disait autrefois, le pays des cousins, comme on dit aujourd'hui, mais c'est la projection naturelle vers le monde. C'est la possibilité de se rappeler que la langue française n'est pas simplement une langue minoritaire vouée à la marginalisation, mais c'est une langue à travers laquelle, par la littérature, par la philosophie, par la France, on peut se projeter dans le monde. Donc, depuis toujours, j'ajouterais, cela dit, parce que vous l'avez évoqué, que pour moi, qui a toujours été, qui demeure indépendantiste, nous avons toujours su, Québécois, que le jour où nous ferons le grand pas vers l'indépendance, nous aurons besoin de la France. Alors, c'est la moindre des choses que de cultiver des amitiés aussi précieuses. Alors, je crois que la France aussi, c'était très présent dans la bibliothèque familiale. Il y avait beaucoup d'intellectuels français et leurs livres étaient chez vos parents. Il paraît que vous aviez 15 ou 16 ans. Quand vous avez décidé d'écrire le début de vos mémoires. Alors, le titre, c'était... c'est pas banal déjà, à 15 ou 16 ans d'écrire ses mémoires. Et ça s'appelait « Un homme d'un autre temps ». Oui. Ces mémoires. Mais aujourd'hui encore, vous dites que notre époque vous exaspère. C'est-à-dire que toutes les époques vous ont toujours exaspéré. Oui, selon la formule classique, ça a toujours mal été finalement. Mais cela dit, je pense que ça dépend d'une question de tempérament, d'une question de personnalité. Il arrive qu'on se sente mal à l'aise dans son époque. C'est votre cas. Ce l'était, ce l'est encore. Enfin, ce l'est dans la mesure où on découvre un jour qu'on serait mal à l'aise dans toutes les époques, d'une manière ou de l'autre. Mais il n'en demeure pas moins que quelquefois on peut se sentir en désaccord sur certaines valeurs de fond, sur certaines orientations philosophiques, sur certains principes. Ce désaccord, il ne faut pas le cultiver à la manière d'un dandy qui se réfugie dans les marges, mais il faut chercher à partir de là à penser son époque dans ses limites et ses grandeurs. Alors vous dites que la France est un laboratoire intellectuel et politique unique. Et ce qui vous plaît ici en France, c'est qu'on a la culture du conflit. Alors on en parle souvent ici dans ces politiques. Et vous dites que contrairement au Québec, ici on reconnaît la vertu du débat intellectuel et que c'est une sorte d'hygiène de vie ici en France. Oui, je note en fait, il y a une espèce de contradiction assez intéressante de ce point de vue. Au Québec, au Canada, la liberté d'expression est beaucoup plus, je dirais, élargie qu'en France, où il y a moins de... Il est difficilement possible de traîner quelqu'un devant des tribunaux parce qu'il a dit quelque chose qu'on n'aimait pas. Ouais. Cela dit, on a une forme de culture du consensus très forte, ce qui fait en sorte qu'on peut tout dire, mais on ne dit rien. Alors que je note, cela dit, qu'en France, il y a, et ça fait partie, je pense, de la psychologie nationale, un culte du débat contradictoire, du débat civilisé, la possibilité d'un désaccord de fond qui ne doit pas nécessairement dégénérer en conflit personnel. Ouais. Et ne serait-ce que de ce point de vue, la possibilité, je pense que c'est une autre marque française intéressante, le fait que les questions fondamentales ne doivent pas être réservées simplement au débat entre quelques intellectuels, mais sont placées au cœur de la vie publique, au cœur du débat public, ça fait de la France, finalement, la nation politique par excellence. Et de ce point de vue, la France n'intéresse jamais que la France. À travers le monde, elle demeure toujours laboratoire, elle demeure toujours pays où on regarde pour voir d'une certaine manière comment les grandes controverses de notre époque sont traitées. Alors c'est sûrement aussi une des raisons de votre présence dans le débat intellectuel ici en France. Certains qualifient votre pensée de réactionnaire. Vous préférez la définir comme conservatrice. Pourquoi elle est importante pour vous, cette distinction? Premièrement, je ne sais pas qui est le certain en question, mais c'est toujours agréable de se cacher derrière certains. Mais cela dit, pour conservatrice... Si on lit des portraits de vous, des interviews, le mot réactionnaire peut revenir. Mais honnêtement, c'est assez rare. Vous défendez le mot conservateur. Je l'assume, mais pourquoi? Le conservateur, justement, n'est pas l'antimoderne, ce n'est pas le réactionnaire, ce n'est pas celui qui congédie son époque en bloc. Le conservateur est celui qui adhère à la modernité, ne serait-ce que parce que c'est un fait, mais se questionne sur ses limites. Et la première limite de la modernité, justement, c'est le refus de l'esprit de limite. La tentation prométhéenne, l'idée qu'on peut toujours tout faire, tout transgresser, tout déconstruire, l'idée que la vérité de l'homme serait au terme de la déconstruction de toute chose. Et le conservateur, à tout le moins ainsi que je le définis, s'inquiète de cette déconstruction intégrale de la table rase. Il apprécie les médiations. Donc l'homme, j'aime dire en ces matières, l'homme, lorsqu'on le prive de sa mémoire, de sa culture, de sa nation, de son pays, n'est pas au terme de tout cela libre. Il est absolument nu et condamné à grelotter dans un monde trop froid pour lui. De ce point de vue, qu'est-ce que le conservateur? C'est un moderne sceptique et inquiet. Alors, Camille, Thomas. Plus proche de Finkielkraut que de Céline Dion. Mais parce que là, on le sait maintenant. mais Céline on ne sait pas ce qu'il écoute dans le secret de son appartement à Montréal. Il m'arrive de l'écouter. Camille, qu'est-ce qu'on dit de Mathieu Bock-Côté dans la classe politique française, et notamment à droite? Tout le monde vous lit, du Front National aux Républicains. Vous êtes le nouveau mec qui compte à droite, voilà ce qu'on m'a dit. Ça fait moderne en plus de vous citer, ça change des habituels Finkielkraut dont on a parlé, ou alors Éric Zemmour. Et vous plaisez
notamment beaucoup à Bruno Retailleau, le plus proche conseiller de François Fillon pendant la campagne présidentielle. Selon lui, vous apportez des idées à une droite qui, depuis trop longtemps, n'en avait plus. Vous apportez, je le cite, un projet de civilisation alors que la droite française n'était tournée que vers l'économie. Et au Front National, on vous regarde d'un très bon œil. Selon Philippe Ollivier, qui est le plus proche conseiller de Marine Le Pen, vous faites bouger les concepts. En clair, vous participez au rapprochement idéologique de la droite et de l'extrême droite en France. Et c'est d'ailleurs le grand espoir que place en vous Robert Ménard, le médiatique maire de Béziers, qui depuis des années, lui, tente cette union des droites sans succès. Il vous voit comme un trait d'union. Selon lui, je le cite, vous participez à la sape du mur qui les sépare les uns des autres. Bref, Mathieu Bock-Côté, tout le monde, toutes les droites françaises vous adorent, mais vous, est-ce que vous adorez toutes les droites françaises? Par rapport à ce que vous m'avez dit, il y a une formule chez nous, on dit on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Mais donc je dirais du bien de Bruno Retailleau, qui est pour moi, ça je le remarque, dans la classe politique française, certainement des hommes politiques avec appelons ça une vocation intellectuelle. J'ai eu l'occasion d'entendre un de ses discours au moment de Force républicaine. J'étais impressionné par la qualité du discours, la profondeur intellectuelle, la puissance des références. Donc il y avait une lecture, une véritable méditation à l'intérieur de ça. Et les autres dont on va parler, Camille J'aimerais dire grand bien aussi de Philippe Séguin, par exemple, qui est une grande figure qui a compté. Je pense qu'un des petits deuils de bien des Français, c'est qu'un homme comme Philippe Séguin ne soit jamais devenu président de la République. Vous voyez à travers ça quelles sont mes affinités. Mais pour revenir sur le fond de ce que disait Camille, est-ce que vous voyez comme un trait d'union entre aucune manière. Droite Je ne sais pas exactement d'où peuvent venir de telles idées. Mon travail, d'ailleurs, n'est pas de renouveler en soi la droite française. D'ailleurs, si je dois me positionner politiquement d'abord et avant tout, c'est pour l'indépendance du Québec. Ouais. Ce qui n'est pas, pas exactement dans le clivage politique français. Mon travail ne consiste pas à penser, sauver, renouveler, unir, désunir la droite française de quelque manière que ce soit. Ça consiste à réfléchir sur des questions qui comptent pour notre temps, je crois. La question du multiculturalisme, vous l'avez évoqué, la question des frontières, la nécessité de ne pas réduire la politique à sa part comptable ou gestionnaire, la nécessité de penser la politique aussi comme un projet commun qui transcende quelquefois la tentation d'une division exagérée dans nos sociétés. Donc je pense que le travail de fond doit se mener à ce niveau. Ensuite, on a, je devine, des interlocuteurs privilégiés ou non, et vous avez vu par mes réponses qui sont les miens. Alors, on a toute l'émission pour parler de votre vision justement du monde et de la société, et on commence avec l'actualité du week-end, c'est l'info en plus. Et on commence cette info en plus avec l'image du week-end de Camille, la première visite d'Emmanuel Macron en tant que président au Salon de l'Agriculture. Oui, ça a été chaud hier, comme on pouvait s'y attendre. Le président de la République a été sifflé, hué à plusieurs reprises. Alors, il est allé s'expliquer avec ses agriculteurs, comme dans un échange tendu que vous allez voir, qu'il oppose un céréalier très mécontent de l'interdiction contre le glyphosate. Les ouvriers agricoles, les consommateurs qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils n'iront pas vous chercher vous. Non mais d'accord, mais vous me dites... Nous on est calme. Non, mais moi... Non. Moi, attendez, vous êtes calme? Oui, je suis calme, moi. Je m'adresse poliment. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Donc, je suis content... Non, attendez, je suis content qu'on siffle dans le dos. Donc le calme, c'est pas vous qui le donnez. 2, vous me donnez des leçons, on est chez nous tous. Voilà. Ça s'appelle la France et c'est une république. Et alors, à l'Élysée, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Et à l'Élysée, on est très content de cet échange, de ce président qui va au contact, à tel point que sur le compte Twitter du président de la République, l'échange a été mis en intégralité pour vraiment bien pouvoir voir ce qu'ils se disent. Rapidement sur cet échange, Mathieu Bock-Côté, ça vous plaît plutôt cette façon de faire du président de la République? J'ai tendance à l'apprécier lorsqu'il reste le sens de la verticalité. C'est-à-dire, moi, je pense que plusieurs observateurs craignaient le candidat Macron et se retrouvent favorablement impressionnés par le président Macron. Il a restauré une certaine sobriété au sommet de l'État, une certaine verticalité. Alors, lorsqu'il décide de s'engueuler d'une certaine manière ou de l'autre, je ne suis pas certain que ce soit à son avantage. Peut-être le croit-il de son côté. Mais un homme de cette qualité, avec ses références, avec sa culture, je ne suis pas certain qu'aller au face-à-face de cette manière à la Sarko, ce soit la meilleure manière de servir sa cause. Alors, Camille, autre sujet de tension hier au Salon de l'Agriculture, le projet d'accord avec le Mercosur, qui est l'organisation économique qui regroupe la plupart des pays d'Amérique du Sud. Oui, une délégation de la FNSEA, le plus puissant syndicat agricole, attendait le président dès son arrivée. Regardez, des agriculteurs
qui s'étaient déguisés en animaux géants. Alors un peu de sourire pour exprimer leur inquiétude, voir arriver à cause de cet accord avec le Mercosur 70 000 tonnes chaque année de viande bovine sur le marché européen, avec des normes sanitaires qui seraient moins strictes. Bref, une concurrence déloyale qui pourrait entraîner la disparition de 25 000 exploitations agricoles selon les comptes de la FNSEA. Alors pour les rassurer, Emmanuel Macron s'est engagé à ne pas laisser entrer des produits soumis à des règles différentes. Camille, la une du week-end, la une de presse du week-end avec ce cri d'alarme en une du journal Libération, Syrie, l'enfer sur terre. Oui, une choc sur le massacre de la Ghouta, cette enclave de rebelles syriens à l'est de Damas, avec le témoignage très fort d'une femme, Nevin, 38 ans. Elle est mère de 2 enfants. Elle raconte sa survie, les bombardements en continu et son témoignage se termine ainsi. Les bombardements sont assommants. Je me demande parfois s'il ne faut pas mieux mourir que de continuer à les subir. Selon un dernier décompte, plus de 500 civils ont été tués, dont 121 enfants. Alors, on en est déjà à 8 jours de raids aériens sur la ville de la Ghouta. Camille et Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, dit désormais craindre le pire là-bas. Oui, Jean-Yves Le Drian qui alerte sur un risque d'embrasement général. Le risque d'un embrasement régional est déjà là. Selon lui, on assiste, je le cite, à une mutation de la guerre en Syrie à cause de la présence militaire de plusieurs forces étrangères comme l'Iran, par exemple, tout proche de l'Israël. Et Jean-Yves Le Drian de conclure, tout cela ajoute de la guerre à la guerre. Ce qu'il faut noter, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité dans la nuit de samedi à dimanche pour nous ici une résolution qui réclame un cessez-le-feu humanitaire d'1 mois en Syrie. Mais dès ce matin, les raids aériens avaient repris. Mathieu Bocoté, un mot, je voyais réagir en écoutant Camille. Justement, c'est la manifestation de l'esprit tragique en notre temps. On avait espéré un monde sans guerre, un monde unifié par le commerce, un monde unifié par le droit. Et c'est l'éternel retour de la guerre qu'on peut espérer civilisé sans jamais l'évacuer complètement. Ouais. Camille, en Italie, on termine avec des élections législatives. Ce sera dans une semaine et là-bas, le climat politique est de plus en plus tendu. Et oui, illustration encore hier, manif contre manif. D'un côté, à Milan, il y avait le meeting de l'extrême droite et puis de l'autre, à Rome, une manifestation antifasciste. À Rome, justement, où s'est joint au cortège Matteo Renzi, l'ancien président du Conseil, qui est à la tête de la coalition de gauche et qui est à la traîne dans les sondages. À Milan, donc, de l'autre côté, démonstration de force d'un autre Matteo Salvini, le leader de l'extrême droite de la Ligue du Nord. Regardez sur son affiche de campagne, Prima agli Italiani, les Italiens d'abord. C'est son slogan de campagne. On reviendra dessus plus longuement tout à l'heure dans notre reportage en coulisses. Vous regardez ces politiques. Mathieu Bock-Côté, sociologue québécois, nouvelle figure du monde intellectuel, on l'a vu, qui inspire la droite française, est notre invité. Alors pour mieux vous cerner et pour cerner votre idéologie, vos idées, on avait envie d'avoir votre regard d'intellectuel conservateur sur 3 personnalités. D'accord. Un Canadien, un Français et un Italien. Allez-y. Allez, honneur au Canada. On commence avec le Canadien. Comme vous, il est Canadien. Comme vous, il est tombé dans la politique quand il était petit. Mais les points communs s'arrêtent là. Ce Canadien dont je parle, c'est Justin Trudeau, votre Premier ministre. C'est un peu votre antithèse, Justin Trudeau. C'est le cœur de votre réflexion intellectuelle. Vous dénoncez avec acharnement au Canada et au Québec sa vision du multiculturalisme. Avec acharnement, j'en suis pas certain, mais avec assurance, certainement. Il y a 2 choses là-dedans. Premièrement, dans l'histoire du Canada, il faut le savoir, c'est pas nécessairement familier avec le débat français, mais le multiculturalisme a d'abord été pensé pour nier l'existence du peuple québécois. C'est-à-dire pour refuser la reconnaissance du peuple québécois, on a dit il ne sera qu'une communauté culturelle parmi d'autres dans le Canada pluriel. Autrement dit, on sapait les aspirations historiques d'un peuple qui, me semble-t-il, a le droit d'exister. Plus largement, dans le cas de Justin Trudeau, on dit Justin, juste comme ça, oui, on francise des noms français. Eh bien, je dirais Justin. Alors, je dis par rapport à Justin Trudeau, il pousse, à mon avis, le multiculturalisme jusqu'à un certain délire. Je donne un exemple. Depuis 2015, au Canada, il est possible clairement de prêter son serment de citoyenneté en niqab. Alors moi, qu'on puisse remettre en question cette chose en disant, est-ce qu'il est légitime vraiment que le niqab devienne le symbole de la diversité canadienne, le symbole de l'affirmation féminine même pour certains? Je ne suis pas d'accord. Et quand Justin Trudeau va dire dans le New York Times que le Canada est le premier pays au monde sans culture fondatrice, sans noyau identitaire fondateur, un pays qui n'est qu'une communauté d'immigrants et rien d'autre, donc aucune culture de référence, aucune culture d'appartenance, je trouve qu'on est dans une vision du multiculturalisme assez extrême qui mérite qu'on la critique. Alors Mathieu Bock-Côté, vous n'êtes pas le seul à critiquer Justin Trudeau. Luc, le Premier ministre canadien, a été
particulièrement moqué cette semaine. Ah oui, cette semaine, un Trudeau-bashing, mais alors massif, sur son voyage en Inde, un voyage officiel, à cause notamment de cette vidéo. Justin Trudeau est filmé lors d'une cérémonie devant des dignitaires indiens. Vous le voyez, il entame quelques pas de danse, un peu gauche, et puis surtout un peu tout seul, car personne ne va danser avec lui. Vous voyez, il est temps d'appeler les autres personnes qui sont sur scène. Une scène, on va dire, aller un peu au SS 117, car c'est une habitude lors de ses déplacements à l'étranger. Toute la semaine en Inde, le Premier ministre canadien, sa femme et ses enfants se sont habillés plusieurs fois avec les plus beaux costumes. Ils ont multiplié les photos, allez, on va dire surjouées, comme celle-ci, devant les symboles culturels indiens. Il y a une journaliste canadienne qui a ironisé sur Twitter, c'est plutôt très drôle. Elle dit « Breaking news, les séances de photos de mode de Justin Trudeau interrompues par la visite d'État officielle ». Alors Mathieu Bocoté, cette semaine, dans une tribune, dans la presse canadienne, vous avez traité Justin Trudeau, vous l'avez traité de Premier ministre mannequin. Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans ces images trop léchées? Le manque de profondeur terrible de Justin Trudeau, qui est un professeur de théâtre à l'origine. C'est pas vrai, tout le monde peut devenir Premier ministre ou président en démocratie. Il faut simplement connaître la mue présidentielle ou politique le jour où on est en fonction. Or, on se retrouve avec un homme politique avec une profondeur de pensée, pour le dire. En fait, je dirais que chez lui, la profondeur de pensée est plutôt abyssale, disons ça comme ça. Il y a une faiblesse intellectuelle inquiétante. C'est un Premier ministre, finalement, qui confond son rôle avec une forme de dignitaire, qui emprunte les costumes de tout un chacun pour se donner l'impression de se projeter sous le signe de la modernité dans le monde. Je pense que la politique exige une part de sobriété minimale, la politique exige un certain sérieux, et la politique ne doit pas être vue comme la prolongation d'un cours d'art dramatique. De ce point de vue, le Premier ministre canadien nous a fait honte cette semaine. Alors, on l'a compris, vous n'êtes pas du tout sur la même ligne que votre Premier ministre, Justin Trudeau. Deuxième personnalité, le Français, l'homme qui dit s'inspirer de vous, le nouveau patron des Républicains, Laurent Wauquiez. On parle beaucoup de lui cette semaine en France. Ses propos devant des étudiants de l'École de commerce de Lyon continuent de faire polémique. Alors, je rappelle, pour ceux qui seraient passés à côté, qu'il a fait un peu une sorte de tir groupé en tapant sur Macron, Darmanin, Pécresse, Sarkozy, et en disant surtout qu'il racontait du bullshit, alors pour être poli, qu'il racontait n'importe quoi, lors de ses passages dans les médias. Est-ce que ça vous déçoit de sa part ? Ni déception, je n'avais pas d'espérance particulière. Cela dit, je note une chose. Laurent Wauquiez s'est fait élire à la tête des Républicains avec un discours intellectuellement ou idéologiquement transgressif avec, on pourrait dire, le discours dominant dans le système médiatique français. Donc, il marque une rupture claire, il occupe l'espace du conservatisme à sa manière, de la question de l'identité, il l'assume de manière décomplexée. Alors là, il y a un discours qui vous allait plutôt bien. Je pense qu'il occupait un terrain qui était tout à fait légitime. Or, le problème, c'est que sa transgression idéologique semble avoir cessé en s'emparant de la direction des Républicains, et maintenant, il se contente d'une transgression à la petite semaine. Fondamentalement, il dit « j'assume ce que j'ai dit ». Mais qu'est-ce qu'il a dit fondamentalement, mis à part le propos pour Sarkozy, pour lequel il s'est excusé? Il a balancé des vacheries sur ses collègues. Bon, alors c'est bien de balancer des vacheries sur ses collègues. Vous le faites, je le fais, vous le faites probablement aussi. Donc la question... Jamais assez Alors, sauf les gens sur ce plateau, nous l'avons tous fait. Alors, une fois que c'est dit, moi, la transgression politique, je crois qu'elle est porteuse. Dans une époque de politiquement correct, celui qui marque un désaccord de fond avec le système dominant peut avoir un certain crédit populaire, dégage un espace de politique pour lui, un espace de légitimité, mais encore doit-il y avoir une substance à cette transgression. Et elle ne m'a pas semblé évidente, la substance, dans ce cas-là, une fois que c'est dit. Et le paradoxe, en fait, je me permets d'ajouter, c'est qu'on est avec Wauquiez devant un homme très intelligent, très qualifié, multidiplômé, qui aurait les moyens de se placer à la hauteur de Macron, je crois. C'est-à-dire, on a Macron, qui est un président, vous allez recevoir Brice Couturier, qui a fait un livre remarquable sur Macron. Donc, c'est à bonne hauteur quand même. Et j'ai l'impression que la droite a tout intérêt à se placer à même hauteur dans les circonstances, plutôt que de se contenter, je le redis, de transgression de caniveau. Allez, troisième personnalité, c'est l'italienne que je vous avais promis. C'est pas Silvio Berlusconi, mais lui, on en parlera tout à l'heure avec Camille. Non, c'est Antonio Gramsci. Gramsci, Thomas, un intellectuel marxiste qui a théorisé ce qu'on appelle l'hégémonie culturelle. Oui, alors Gramsci, d'abord, c'est l'un des fondateurs du Parti communiste italien, qu'il dirigea de 1924 à 1927, date à laquelle Gramsci est emprisonné par Mussolini. Il sortira de prison en 1937 et mourra juste après. Et c'est en prison qu'il écrira ses cahiers de prison, que je conseille à tout le monde, c'est vraiment de la grande littérature politique, où il s'interroge pourquoi la révolution russe n'a-t-elle pas triomphé ailleurs, ne s'est-elle pas diffusée ailleurs. Et il explique, c'est parce que les esprits n'avaient pas été préparés, les bourgeois avaient, c'est le terme que vous avez employé et qu'il emploie, avaient encore l'hégémonie culturelle. En d'autres termes, la conquête du pouvoir n'est pas que politique, elle est aussi, et peut-être d'abord, culturelle. Alors cette leçon, elle a été entendue par une jeune génération d'intellectuels de droite,
dans les années 70, des gens qu'on appelle la nouvelle droite. Et l'un de ces leaders, c'est Alain de Benoît, qui est invité d'apostrophe. Bernard Pivot n'en revient pas, il se revendique de Gramsci. On regarde. Vous savez, toutes les théories de l'italien Antonio Gramsci, la façon dont il a mis l'accent sur l'importance de l'influence culturelle dans nos sociétés. Et Gramsci était bien entendu un marxiste, mais ce qu'il disait du point de vue méthodologique, je crois, peut concerner toute famille de pensée. Oui, ça paraît bizarre que Gramsci soit au premier rayon de votre bibliothèque, non? Écoutez, je crois d'abord... Maurras, je veux dire, je n'ai jamais été maurassien. Non, mais Maurras m'ennuie profondément. Alors cette nouvelle droite va militer et milite encore pour des passerelles entre la droite et l'extrême droite, et depuis, les droites n'ont cessé de se revendiquer de l'héritage de Gramsci. Et on en a un nouvel exemple cette semaine. Je ne sais pas si vous avez lu ce qu'a dit Marion Maréchal Le Pen cette semaine dans Valeurs Actuelles, je la cite. « Depuis le début de la Ve République, l'ensemble des vecteurs de pensée est détenu par la gauche. Elle infuse sa domination culturelle quasi hégémonique. » Et elle termine, « Il est temps pour nous aussi d'appliquer les leçons d'Antonio Gramsci. » Donc d'Alain de Benoît à Marion Maréchal Le Pen aujourd'hui. C'est ça que vous plaidez, vous aussi, Mathieu Bock-Côté, la bataille culturelle? Ça dépend. Premièrement, je ne pense pas que la bataille culturelle, Gramsci en est le monopole. Ensuite, je ne crois pas que ceux que vous avez présentés qui s'en réclament en est le monopole non plus aujourd'hui. Donc, il faut rappeler que Gramsci est encore lu à gauche aujourd'hui, soit dit en passant. C'est un auteur qui est lu à gauche, au centre, à droite. En fait, il est lu par tous ceux, finalement, qui comprennent que la bataille politique n'est pas que bataille électorale, que la bataille politique met en scène des représentations, met en scène des symboles, met en scène des affects aussi. Et de ce point de vue, je pense qu'on peut parfaitement référer en bien ou en mal à Gramsci. La question n'est pas là, sans pour autant voir qui l'utilise ou qui, en fait, je dirais même, cite son nom, sans peut-être même l'avoir lu quelques fois. Mais s'il faut se battre contre l'hégémonie actuelle, qui a l'hégémonie aujourd'hui? Contre qui il faut se battre? Alors là, la question est fondamentale. Je pense que ça dépend si on parle de l'axe économique ou de l'axe culturel. Sur l'axe économique, j'ai l'impression que fondamentalement, nous sommes dans une époque acquise à la mondialisation libérale. Et de ce point de vue, une critique de l'hégémonie est aussi une critique du capitalisme. Sur le plan culturel, je pense que nous sommes aussi acquis à une époque vouée à la déconstruction des nations, à la déconstruction des frontières, à la remise en question des identités, à l'assimilation même du conservatisme à la réaction, pour reprendre vos mots de tantôt. Alors, de ce point de vue, la bataille est probablement sur le plan culturel, plutôt sur le plan conservateur. Mais il faut définir de quelle hégémonie on parle. Et une fois que c'est dit, il faut éviter de simplement répéter le mot Gramsci à la manière d'un symbole, comme quoi, vous voyez, je lis à l'extérieur de ma bibliothèque habituelle. Et si on le lit vraiment, on risque de trouver même autre chose qu'une théorie de la domination culturelle chez lui. Et si je résume et que je me dis quelle bataille vous pourriez mener au nom de Gramsci, ce serait une bataille conservatrice et contre la mondialisation libérale. Personnellement, la question qui me semble la plus importante, cela dit, c'est la question aujourd'hui de ce que j'appelle le retour des médiations, le retour des appartenances, qu'il s'agisse de la langue, de la culture, de la frontière, parce que la condition de l'universel, c'est l'enracinement. La possibilité de se projeter vers l'autre, c'est d'abord être soi. Et de ce point de vue, une réflexion qui réhabilite la légitimité des appartenances me semble nécessaire. Vous regardez C'est politique, il est 19h02, c'est l'heure de la semaine Paul, le pire et le meilleur des 7 derniers jours, signé Félix Suffier-Lopez. Après 2 semaines de compétition, c'est la fin des Jeux Olympiques. JO de Pyeongchang. L'occasion pour la semaine Paul de remettre des médailles à ceux qui ont fait l'actu cette semaine. Palmarès. Lundi, médaille d'or de la Seine-Colère pour la jeunesse américaine. Une semaine après la tuerie de Parkland, la colère ne retombe pas. Sous la bannière Plus jamais, des jeunes se mobilisent pour exiger plus de contrôle des armes et demandent en direct des comptes à leurs politiques sur leur rapport avec la NRA, le tout-puissant lobby des armes. Senator Rubio, can you tell me right now that you will not accept a single donation from the NRA in the future? Une colère qui se fait entendre jusque dans les couloirs de la Maison-Blanche. I'm pissed, because my daughter I'm not going to see again. Trump botte en touche avant d'exposer sa solution, encore plus d'armes. Teacher would have a concealed gun on them. Tandis qu'à travers le pays, les manifestations se multiplient. Aux États-Unis, quelque chose s'est levé qui ne retombera peut-être pas. Mardi, médaille de bronze de l'imitation de Trump pour Laurent Wauquiez. Après 4 jours de polémique, les propos au vitriol de Laurent Wauquiez. Enregistrés à son insu, Laurent Wauquiez distribue donc les bourre-pifs. Laurent Wauquiez annule ses vacances et vient s'expliquer, mais pas s'excuser. J'assume les propos qui ont été les miens.
Et oui, plutôt que de rétropédaler, le patron des Républicains décide d'enfoncer le clou façon Trump. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, démonstration. Comme Trump, il tape sur les journalistes. Les méthodes auxquelles se sont livrés un journaliste sont des méthodes de voyous. Comme Trump, en vrai, il n'a rien dit de grave. Mon grand crime, Madame Routel-Krief, c'est d'avoir une parole libre. Comme Trump, les médias peuvent aboyer, les Français sont de son côté. Les Français en ont soupé de ces politiques qui servent un langage policé. Des gentils petits bonbons sucrés qui sont juste destinés à cacher la vérité. Bref, Laurent Wauquiez a beau affirmer que Donald Trump n'est pas un modèle pour moi. Ça y ressemble, et d'ailleurs, comme pour Trump, les sondages montrent que ça plaît à sa base. Mardi, médaille d'or de l'impuissance pour la communauté internationale. Syrie, voici 40 secondes dans la vie d'un secouriste qui travaille à la Ghouta orientale, un secteur de la périphérie de Damas, pilonné sans relâche par l'armée syrienne et son allié russe. Ces frappes auraient fait 403 morts en 5 jours, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Mercredi, médaille d'or du calcul approximatif pour Julien de Normandie. 2952, c'est le chiffre de la semaine et c'est le nombre de SDF dormant dehors à Paris, selon un recensement effectué la semaine dernière. Soit 59,04 fois plus que ce que le secrétaire d'État Julien de Normandie affirmait. C'est à peu près une cinquantaine d'hommes isolés en Île-de-France, pour être très précis. Précision. Mercredi, médaille d'or du copier-coller pour Gérard Collomb. À l'Assemblée nationale, Gérard Collomb dévoile enfin son projet Asile et Immigration. Un texte qui se veut équilibré entre fermeté d'un côté et humanité de l'autre, exactement comme il l'avait annoncé en juin dernier. Pour pouvoir avoir une grande humanité, il faut en même temps avoir une grande fermeté. Une formule déjà employée sous François Hollande. À Calais, nous avons un double devoir. Devoir de fermeté, devoir d'humanité. Avec humanité et fermeté. De la fermeté et en même temps de l'humanité. Et sous Nicolas Sarkozy. Avec humanité, avec fermeté. Voire même sous Jacques Chirac. Avec fermeté, mais avec le souci d'humanité. Macron, le changement, oui, mais dans la continuité. Jeudi, médaille d'argent de la retraite la plus courte pour Marion Maréchal Le Pen avec cette image. Une photo dans laquelle il y a grand 1, le logo CPAC, la grande messe annuelle des conservateurs américains, où s'exprimait entre autres le vice-président du pays ainsi que Donald Trump. Thank you very much. Thank you everybody. Mais aussi grand 2, Marion Maréchal Le Pen. L'ex-députée de 28 ans était invitée à faire un discours sur sa vision de la France, en anglais dans le texte. France is in the process of passing from the eldest daughter of the Catholic Church to the little niece of Islam. Enfin, dans cette image, il y a aussi grand 3, la nièce de Marine Le Pen. Une nièce censée être retraitée de la politique, mais qui se la joue star aux États-Unis et publie des tribunes en France. De quoi faire de l'ombre à sa tante, à 2 semaines du congrès de refondation du Front National. Les affaires de famille, une tradition au FN. Enfin, vendredi, c'est le point internet avec une nouvelle qui a excité le web. Let's go! Emmanuel Macron jouera dans le conte musical Pierre et le Loup jeudi prochain à l'Élysée. Parce que c'est notre projet! Un retour sur les planches qui a suscité des dizaines de réactions et nous donne l'occasion de nous pencher de nouveau sur l'œuvre de Prokofiev. Oh, une aventure originale, car elle nous est racontée en musique. En politique aussi, The Show must go on. La semaine Paul réalisée par Étienne Mellot avec l'aide de Pauline Tugent et Denis Surian. Mathieu Bocoté, il y a une image qui vous a marqué, amusé Oui, c'est celle de ce père de famille qui, à la Maison-Blanche, si je comprends bien, parle finalement de cette espèce de catastrophe absolue qu'est la culture des armes aux États-Unis. C'est-à-dire, il faut bien voir, c'est une espèce de paradoxe et tout, fascinant. D'un côté, c'est la culture des armes est vue comme le symbole de la liberté américaine par excellence. La possibilité de se défendre contre l'ennemi, contre le gouvernement. Et de l'autre côté, c'est devenu le symbole de la guerre de tous contre tous.
tous une société paranoïaque qui a un rapport érotique aux armes à feu, et c'est pas une fausse image. Il faut voir dans les foires d'armes à feu comment on cherche à vendre ça. Donc moi, cette espèce de rapport trouble, malsain aux armes à feu, conjugué en plus avec une société où manifestement devenir meurtrier de masse dans une école est une manière d'accéder à la célébrité en jeune âge, je trouve que la société américaine porte des pathologies terribles, et la folie ultime, c'est lorsque Donald Trump, plutôt que de reconnaître cette pathologie, dit finalement on va armer les professeurs. C'est comme c'est aggraver le feu par le terrible incendie. Je suis catastrophé par ça. Alors on revient en France, Mathieu Bocoté, ça ne vous a sûrement pas échappé. Les réformes ou annonces de réformes s'enchaînent semaine après semaine, après le bac, la SNCF la semaine dernière. Réforme du droit d'asile cette semaine, c'est une nouvelle illustration du « en même temps » macronien. D'un côté, la fermeté avec la loi Asile et Immigration portée par Gérard Collomb, et de l'autre, humanité, on l'a vu dans la semaine Paul avec le rapport du député Aurélien Taché sur l'intégration. Alors d'abord, la loi Asile, il y a au moins 3 points clés qui font débat. Premier point, cette loi propose de faciliter les expulsions. Alors pour ça, on va notamment garder plus longtemps les demandeurs d'asile dans des centres de rétention. On passe de 45 jours maximum aujourd'hui à 90, voire 135 jours de rétention dans certains cas. Deuxième point, accélérer les demandes d'asile. Aujourd'hui, en moyenne, il faut 11 mois pour traiter un dossier de demande d'asile. Ce sera 6 mois maximum avec la loi. Et puis troisièmement, compliquer les recours. Aujourd'hui, un demandeur d'asile a 1 mois pour faire un recours en cas de refus. Avec la loi Collomb, ça passe à 15 jours. Voilà pour le volet fermeté, entre guillemets. Le volet humanité, maintenant, il est porté par le rapport sur l'intégration remis cette semaine par le député En Marche Aurélien Taché. 72 propositions pour apporter des réponses concrètes aux étrangers au moment de leur arrivée en France. 3 exemples. Le premier, favoriser l'apprentissage du français. Le rapport propose de doubler, voire de tripler les cours de français pour les étrangers dès leur arrivée. Deuxième proposition, faciliter l'accès à l'emploi. Aujourd'hui, un demandeur d'asile doit attendre 9 mois avant de pouvoir travailler après le dépôt de son dossier. Le rapport propose de passer à 6 mois. Et puis, troisième mesure, soutenir l'hébergement des étrangers. Une commune qui héberge des demandeurs d'asile aura une prime de 1 000 € par logement. Et les particuliers, eux, qui hébergent gratuitement des réfugiés, auraient droit à un crédit d'impôt solidarité. Voilà pour le volet humanité. Pardon. Camille, c'est très clair, on voit bien avec ces 2 volets justement qu'il y a 2 jambes, la jambe gauche et la jambe droite au gouvernement sur la question de l'immigration. Oui, et on touche peut-être là à la limite du « en même temps » d'Emmanuel Macron. En effet, les 2 hommes, on vient de le voir, ils ont une approche très opposée de ce dossier, même si l'un et l'autre viennent du Parti socialiste. Et il y a 2 anecdotes qui en attestent. La première concerne Gérard Collomb. Il a toujours, figurez-vous, dans sa poche, une copie des enquêtes d'opinion sur la question de l'asile et de l'immigration. Et en effet, toutes vont dans le même sens. Les Français sont dans une demande de dureté sur ces questions-là. Et à chaque interlocuteur qui vient le voir, à chaque député de la majorité En Marche pris de doute par rapport à sa loi, eh bien, il ressort de sa poche ces enquêtes d'opinion, manière de dire « Regardez, l'opinion est de mon côté et nous n'allons pas encore assez loin ». Et puis, de l'autre côté du macronisme, il y a donc Aurélien Taché, l'anti-Collomb, et il agace les députés marcheurs venus de la droite. Il l'accuse de ne pas jouer le jeu. Je les cite, c'est compliqué. Depuis le début, m'a confié l'un d'entre eux, qu'il le trouve trop à gauche. Je trouve qu'il a des positions dangereuses. Alors, Aurélien Taché, accusé par cette partie de la majorité d'être un franc-tireur qui chercherait avant tout à mettre la pression sur le ministre de l'Intérieur. Et du côté de Matignon, avec tous ces jupéistes qui sont présents autour du Premier ministre, eh bien, ils ne sont pas loin de partager le même avis. Voilà ce que m'a dit un des conseillers. Il y a un risque de distorsion entre la majorité et l'opinion. Une partie des députés est trop sensible aux arguments de l'opposition. Alors cette loi asile et immigration portée par Gérard Collomb, elle a beaucoup d'opposants, elle a même des adversaires. Alors on s'y attendait, les associations d'aide aux migrants s'y opposent. Mais Luc, elles ne sont pas les seules à dénoncer le texte. Oui, parmi les nombreux détracteurs du texte, il y a 3 oppositions importantes. La première, et c'est rare, c'est le Conseil d'État qui dénonce une loi inutile. C'est l'instance suprême chargée de donner son avis sur les projets de loi. Révélation cette semaine dans Le Monde. Pour le Conseil d'État, cette loi arrive trop rapidement après la précédente loi qui est à peine entrée en application. Second opposant virulent, c'est le défenseur des droits, Jacques Toubon, ancien ministre de la Justice. Lui, il appuie sur un autre problème. La loi est inhumaine. Elle ne répond pas à la réalité du terrain et elle maltraite les demandeurs d'asile. Et puis troisième critique, très sévère celle-là, la loi est inapplicable. C'est ce que dénoncent l'ensemble des avocats du barreau de Paris et des magistrats qui traitent les demandes d'asile. Ils manifestaient cette semaine
c'était mercredi, pour dénoncer le manque de temps, vraiment le manque de temps pour analyser au plus juste les situations. Les magistrats et les avocats estiment que cette nouvelle loi bafoue carrément la Convention européenne des droits de l'homme et la Constitution. Alors avant de vous entendre, Mathieu Bock-Côté, Thomas, il n'y a pas qu'en France que l'immigration est au cœur des débats en ce moment. C'est le cas aussi aux États-Unis, où Donald Trump est empêtré depuis plusieurs semaines dans des négociations compliquées sur le sort de ce qu'on appelle les Dreamers, c'est-à-dire ces sans-papiers entrés aux États-Unis quand ils étaient encore mineurs. Oui, lui aussi, il tente fermeté et humanité ou générosité. Alors la fermeté, c'est sous la forme d'un mur, son fameux mur, son idée fixe, entre le Mexique et les États-Unis pour empêcher l'entrée des migrants clandestins. Et comme ça ne fonctionne pas, il a mis en avant de la générosité, de l'humanité. Et la générosité, c'est sous forme de papier, des papiers pour 1,8 million de Dreamers, et même au-delà des Dreamers d'ailleurs, une sorte de piège tendu aux démocrates. Bon, pour l'instant, ça ne marche pas, mais aux États-Unis aussi, on a les deux pieds, fermeté et générosité. Alors vous, Mathieu Bock-Côté, vous parlez parfois de propagande pseudo-humanitaire en parlant d'immigration. Et je vous cite, vous dites « La propagande pseudo-humanitaire veut nous obliger à ne voir chez ceux qui entrent que des damnés de la terre ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous donner un exemple très net. On a vu la proposition Macron et Collomb, en fait, et ce qui est assez fascinant, c'est à quel point c'est un révélateur, finalement. Surtout chez ses adversaires dits de gauche, où plusieurs disent qu'il faut en finir avec la distinction, par exemple, entre les immigrants économiques et les réfugiés. C'est une distinction inutile, exagérée. Il faut désormais considérer que tous ceux qui se présentent à nous sous le signe de la misère, et nous devons conséquemment tendre la main dans cet esprit. Alors ça, j'ai l'impression que pour moi, c'est premièrement un signe d'irresponsabilité politique. C'est un signal envoyé comme quoi, finalement, il n'y a plus de désir de maîtrise de l'immigration. Deuxièmement, quand on regarde les pays occidentaux, vous auriez pu en nommer d'autres que ceux que vous avez nommés aussi, il y a partout ce sentiment que nous sommes devant un phénomène immaîtrisé, un phénomène qui est subi davantage que désiré. Et de ce point de vue, pour continuer d'avoir des conditions d'accueil civilisées, il faut au moins envoyer le signal aux populations occidentales en général qu'il y a un désir de contrôler l'immigration, que les frontières ne sont pas simplement des passoires, qu'il est possible politiquement de prendre en charge ce phénomène. Sinon, si ça se présente dis-je, seulement comme un flux humain ininterrompu, eh bien c'est là que ça développe une portée anxiogène très forte, et on le voit un peu en Italie en ce moment. Alors l'Italie, justement, merci beaucoup pour cette transition, Mathieu Bock-Côté. Je m'intègre à l'équipe. On va partir maintenant en Italie, où on parle effectivement beaucoup d'immigration en ce moment. Les Italiens vont voter dimanche prochain pour élire leurs députés, et à travers eux, leur futur chef de gouvernement. La campagne est tendue, avec un revenant, Silvio Berlusconi, 81 ans, et des nouveaux visages, beaucoup plus jeunes que le Cavaliere. Cette campagne ultra indécise, elle a basculé il y a 3 semaines, après un fait divers au relent raciste dans la petite commune de Macerata. Depuis, une surenchère anti-immigrée, on en parlera, s'est imposée en Italie. Italie, la campagne à droite toute. Reportage en coulisses signé Camille Vigogne-Lecoat, Nicolas Grisel et Florent Maillet. Macerata, une ville devenue symbole des tensions raciales en Italie. Pourquoi cette manifestation? Pour la vie, pour l'humain, pour la liberté. Pensons à Mamadou, à Wilson, à Festus, à Omar. Ces personnes ont malheureusement subi de graves attaques. Nous marchons pour eux ce matin. Une marche pacifique organisée par le maire de Macerata 2 semaines après le drame. Le 3 février, un homme tire sur 6 Africains depuis sa voiture. Le militant d'extrême droite voulait venger la mort de Pamela, 18 ans. Une toxicomane qui aurait été découpée par son dealer nigérian. Un double drame à 1 mois des élections en Italie. Stefano Di Pietro est le patron du parti de centre-gauche à Macerata. Ma première réaction à l'assassinat de Pamela, ça a été un sentiment d'horreur pour ce qu'ils lui avaient fait. J'ai tout de suite compris qu'il y allait avoir une instrumentalisation de cet événement tragique. Son local a été lui aussi visé par le tireur. Ça, c'est l'impact de la balle. Comme vous voyez, il a été tiré depuis la route. On voit que ça a été tiré à hauteur d'homme. Dans la tête du tireur, il y avait l'idée de tuer les Noirs, mais aussi quelqu'un du Parti démocrate. Depuis le drame, les langues se délient à Macerata.
J'entends toujours le « oui mais ». C'est un acte odieux, mais ce « oui mais », franchement, ça m'a vraiment écœuré. Ça m'a fait réfléchir sur la haine. À Macerata, la candidate de la droite berlusconienne, c'est Deborah Pantana. Pour les militants de Forza Italia, le problème, ce n'est pas le racisme, mais la délinquance. On se dit tout le temps « Ah, un homme noir est passé, c'est qui? A-t-il son permis de séjour? Est-ce qu'il deal ?» Ce n'est pas l'Italie que nous voulons. Le soir après dîner, de 8h30 à 9h, si tu tournes dans Macerata, tu ne vois personne. Ils sont en train de ruiner ma ville, la ville où je suis né et que j'aime. Je n'en veux pas. Et quand je dis ça, on me dit que je suis raciste ou fasciste. Alors oui, à ce niveau-là, je veux bien, je suis fasciste, je suis raciste, mais je ne veux pas d'eux. À Forza Italia, on va jusqu'à trouver des circonstances atténuantes aux tireurs. Ce garçon était tranquille, sympathique. Imagine un garçon comme ça qui, du jour au lendemain, prend un pistolet et tire. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir énormément. Ça veut dire qu'il était au bord du gouffre. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, que personne d'autre ne va aller tuer les Noirs. Alors Camille, on rappelle, après ces propos de militants du parti de Silvio Berlusconi qui s'appelle Forza Italia, que Forza Italia est censé être le centre droit en Italie. Mais en Italie, en ce moment, le racisme gagne du terrain. Oui, à tel point qu'Amnesty International y a consacré une partie de son rapport annuel que l'association a rendu public cette semaine. Et l'ONG dénonce un climat de haine contre les immigrés dans la campagne électorale italienne. Une Italie, je cite, imprégnée d'hostilité, de racisme et de xénophobie. Alors, l'association a étudié en détail les prises de parole dans les médias et sur les réseaux sociaux des leaders politiques et de tous les candidats aux législatives. Et elle épingle tout particulièrement les alliés de Silvio Berlusconi dans cette campagne, comme Giorgia Meloni. C'est la patronne du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. Et voilà, par exemple, une de ses déclarations pendant la campagne. Nous sommes victimes d'un projet de nettoyage ethnique. D'un côté, les Italiens s'enfuient, de l'autre, les immigrés arrivent, alors qu'en Italie, nous ne faisons plus d'enfants. Cette surenchère anti-immigrés se retrouve également dans les propos de Silvio Berlusconi lui-même. S'il remporte les élections, il a promis d'expulser 600 000 clandestins. Allez, on retourne dans le reportage et on va découvrir à quoi ressemble cette campagne à droite, tout avec l'un de ses principaux acteurs. Il s'appelle Matteo Salvini, c'est le patron de la Ligue du Nord, parti qualifié d'extrême droite. Salvini qui se lâche dans les meetings en plein air, qu'il tient en ce moment, tous les jours, aux quatre coins de l'Italie. Regardez. Matteo Salvini, une des stars de cette campagne italienne. Le patron de la Ligue du Nord pourrait dépasser la droite de Silvio Berlusconi aux prochaines élections. Depuis des semaines, il multiplie les déplacements dans les petites villes d'Italie. Ici, Matteo, c'est l'exemple d'une place en pleine semaine, à travers Setolo. Il y a tout le monde, les ouvriers, les apiculteurs, les pâtissiers, les enseignants, les gens qui travaillent et qui sont fatigués. Les Italiens d'abord. Celui qui choisit la Ligue du Nord choisit les Italiens d'abord. Pour les logements, pour les aides, pour le travail. Nos proches d'abord, nos enfants d'abord. C'est pas du racisme, c'est du bon sens, de la légitime défense. L'orgueil des gens qui n'y croyaient plus est en train de se réveiller. Des gens qui ne votaient plus, qui ne croyaient plus en personne. Priorité au clocher. Et gare à ceux qui viennent en Italie et n'aiment pas le clocher et le crucifix. Si ça te dérange, rentre chez toi. Donnez-moi 6 mois et on fera un grand ménage en Italie. Avec le sourire aux lèvres, tranquillement. Merci. Merci beaucoup, je compte sur vous le 4 mars. Vous préparez les téléphones, on monte par la droite, toujours par la droite, et on sort par la gauche. Une séance photo pendant 28 minutes. De quoi rendre jaloux son allié Silvio Berlusconi.
Qui est plus populaire, vous ou Silvio Berlusconi? Moi, j'aime le terrain. Berlusconi a choisi la télévision, mais c'est normal à son âge. Ouais. Vous voyez, entre alliés, ils ne se font pas de cadeaux non plus, hein, on en parlait tout à l'heure. Camille, deuxième pause avec le très populaire Matteo Salvini, qui pourrait bien se retrouver au gouvernement dans quelques jours. Si c'est le cas, ce sera une coalition qui penche très très à droite. Oui, en Italie, l'union des droites, c'est une réalité. Hein. La coalition dite de centre-droit, mais on vient de le voir qu'il n'en a vraiment que le nom, est composée pour cette élection de Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni et Matteo Salvini. Alors Silvio Berlusconi, on le connaît bien, il a 81 ans, il réalise un incroyable comeback, d'autant plus incroyable qu'il est tout de même inéligible suite à une condamnation pour fraude fiscale. Giorgia Meloni, on vient d'en parler, hein, c'est donc la présidente de Fratelli d'Italia avec des déclarations très dures, hein, très marquées à l'extrême droite. Et puis Matteo Salvini de la Ligue du Nord, c'est la force montante de cette élection. Hein. Il est charismatique, il est jeune, il a 43 ans, il est xénophobe et eurosceptique, c'est un allié de Marine Le Pen au niveau européen. Et cette coalition très à droite, elle plaît en Italie. Ils sont donnés en tête des sondages avec 35% des voix, devant le mouvement populiste 5 étoiles avec 29% des voix, et devant la coalition de gauche de Matteo Renzi avec 27% des voix. Alors, on le voit avec ces chiffres, hein, c'est très serré, et personne n'est aujourd'hui en mesure de dire qui l'emportera dans une semaine. D'autant qu'en Italie, on ne peut pas faire de sondage dans les 15 derniers jours avant l'élection. C'est une photo d'il y a une semaine. Exactement. Allez, dernière partie de notre reportage en coulisses. Vous allez découvrir, à part Matteo Salvini, le nouveau visage de la politique italienne. Il a remplacé l'humoriste Beppe Grillo à la tête du mouvement populiste 5 étoiles. Il est jeune, très jeune, beaucoup moins provocateur que son prédécesseur. Je rappelle que Beppe Grillo avait lancé la journée du va te faire foutre contre ce qu'il appelait la caste politique. C'était le Vaffanculo Day. Ça s'est terminé avec le très policé Luigi Di Maio. Bien placé dans les sondages, il donne tout pour normaliser l'image du mouvement 5 étoiles. Luigi Di Maio est en tête dans les sondages. Le patron de l'inclassable mouvement 5 étoiles peaufine son discours. On nous donnait pour mort. Il est où le sondage qui dit ça? On voulait pas le mettre à la fin? Non, je le voulais en introduction. Allez, on y va. Le fondateur du mouvement 5 étoiles, Beppe Grillo, tapait sur l'Europe. Luigi Di Maio, lui, arrondit les angles. Il veut casser l'image d'un parti populiste. Que doit attendre l'Europe de votre parti? Ce que je dis aux Européens, apprenez à nous connaître avant de nous juger. Le vrai danger, c'est Le Pen, c'est l'extrême droite allemande, c'est Silvio Berlusconi, allié avec l'extrême droite italienne. Ce n'est pas le mouvement 5 étoiles. Merci beaucoup. Merci. Fini l'encombrant comique Beppe Grillo. Luigi Di Maio, c'est le visage jeune et souriant de la politique italienne. 50 ans d'écart avec son adversaire Silvio Berlusconi. Bonsoir à tous. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir si nous voulons confier le pays à celui qui l'a déjà gouverné pendant 20 ans et qui l'a trahi. La première trahison, c'est quand la droite parle d'immigration. C'est Berlusconi qui a voté un traité pour garder tous les migrants en Italie. Le 4 mars, donnez-leur une bonne leçon à ces gens. J-7 avant les élections en Italie. Le sociologue québécois Mathieu Bock-Côté, l'invité de ces politiques ce soir. Après ce reportage, Mathieu Bock-Côté, ça vous inquiète la poussée xénophobe en Italie ou pas? Ce que je note, c'est que partout dans le monde occidental, certaines inquiétudes, peurs surgissent et on doit les prendre au sérieux sans immédiatement les traiter comme seulement sur le plan médiatique. Mais est-ce qu'on doit les condamner? Ça dépend, c'est-à-dire, voilà pourquoi il faut faire la distinction. Doit-on s'inquiéter de condamner le sentiment d'insécurité culturelle? Je ne crois pas. Doit-on condamner ceux qui s'inquiètent? C'est la peur, ce qu'on pourrait appeler la peur de devenir étranger chez soi ou la peur de mouvements migratoires non maîtrisés. Je ne pense pas qu'on doit condamner ça. Est-ce qu'on doit condamner les propos racistes, xénophobes? Sans le moindre doute. Est-ce qu'on doit condamner sans la moindre nuance, sans ajouter le moindre mais, le fou furieux qui était descendre des gens? Évidemment, sans la moindre nuance. Mais le grand problème, je pense, d'un certain traitement médiatique de la question d'immigration, c'est qu'on met dans le même sac l'inquiétude identitaire, l'inquiétude culturelle, disons
disons ça comme ça, ou la peur devant des mouvements migratoires massifs non maîtrisés. Et de l'autre côté, on assimile ça immédiatement au racisme. Si le racisme est condamnable sans la moindre nuance, évitons de voir dans le simple désir de demeurer chez soi, la référence chez soi, d'y voir du racisme. Vous parleriez, vous aussi, de pousser du populisme en Italie, ou c'est une invention de ce que vous appelez le parti médiatique, les journalistes non. qui... Dans le cas d'Italie, je pense que si un pays, la notion de populisme est pertinente pour en parler, je pense que dans le mouvement 5 étoiles, c'est un bon exemple. Mais il faut voir ce qu'on entend par populisme, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont utilisés dans les médias souvent. On les lance comme ça sans les définir. Et là, ensuite, la personne est collée avec ça, doit s'en détacher. C'est comme le sparadrap du capitaine Haddock. Alors, populisme, ce que je verrais là-dedans, j'y vois le symptôme grave et malheureux d'un désaveu populaire, d'un manque de confiance envers les dirigeants, d'une rupture entre le peuple et les élites et la disponibilité du peuple, à tout le moins du commun des mortels, de grandes parties de la population envers tout discours protestataire qui joue du muscle, qui prétend dire « nous, on va ramener la véritable autorité ». Et c'est quand l'autorité légitime est décomposée que des paroles concurrentes, protestataires, tribuniciennes peuvent se faire entendre et gagner du terrain. Quand on entend Matteo Salvini dire à la tribune que les immigrés qui ne sont pas d'accord avec le Christ et le crucifix n'ont rien à faire en Italie, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je poserai la chose autrement. Je pense qu'il est légitime de dire qu'un pays a droit à la continuité historique sans le dire avec une telle brutalité. Est-ce qu'on pourrait dire... En disant ça, ça veut dire qu'il ne peut y avoir que des immigrés chrétiens dans nos pays. Ah non. Voilà exactement Madame, c'est la confusion dont je vous parle. C'est exactement ce que j'ai compris en écoutant Matteo Salvini. Je me réfère pas à lui. Vous me rapprochez de lui, je m'en détache. Et je vous explique ensuite qu'à mon avis, quelqu'un peut ne pas être chrétien, faites la liste de ne peut pas être, mais accepter, cela dit, que l'identité historique de l'Italie, il y a la marque du christianisme, on n'a pas la vocation de l'effacer. Et là, ça nous ramène à la question du multiculturalisme. J'ai souvent dit, fondamentalement, c'est pas la question de la diversité des origines. Ça, on peut toujours faire un peuple avec des gens qui viennent de partout. La question fondamentale, c'est l'inversion du devoir d'intégration. C'est-à-dire, est-ce que c'est la vocation du nouvel arrivant de prendre le pli de la société d'accueil, ou est-ce que la société d'accueil, au nom de la diversité, doit déconstruire ses références, sa culture, transformer ses mentalités, ses institutions? À partir du moment où la société d'accueil a une identité assurée et qu'on n'assimile pas au racisme systématiquement le désir d'assurer la continuité de cette identité, l'intégration peut fonctionner avec des gens qui viennent de partout. Thomas, vous n'avez pas le sentiment, vous êtes très rigoureux sur les faits, que là, l'élu italien, en disant cela, produit une réalité qui n'est pas forcément prouvée. C'est-à-dire qu'il engendre une réaction de la part des gens qui sont en face de lui. Qui dit que les migrants musulmans ne veulent pas de ces églises-là? Il fait référence, à ce que j'en comprends, il fait référence à un débat qu'il y a de quelques années où je pense les autorités de l'Europe avaient demandé pendant un temps de retirer les crucifix, soit, je crois, dans les écoles en Italie, parce que ce serait justement discriminatoire à l'endroit de ceux qui ne sont pas de tradition chrétienne. Du moins, c'est comme ça que je l'ai compris. Une fois que c'est dit, je pense qu'une parole politique posée, raisonnable, modérée, peut-être, et ferme, pour reprendre le mot de tantôt, peut être entendue sur des questions d'immigration, sans pour autant exciter la colère des uns et des autres. Mais ce que je constate, c'est que lorsqu'on assimile le patriotisme au racisme pendant 1 an, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, ceux qui en profitent, ce sont les mouvements protestataires, populistes, pour reprendre vos mots, qui, eux, carburent ensuite pas de la plus belle manière sur cette inquiétude identitaire. Alors, les tensions identitaires, justement, elles touchent tous les pays, vous le disiez. Et Luc, il y a un exemple en France qui vous a frappé cette semaine. Oui, un triste exemple, dont est victime une jeune femme. Elle s'appelle Mathilde Edé Gamassou. C'est une lycéenne de 17 ans. Elle habite Orléans. Et elle a été choisie, tout simplement, pour incarner Jeanne d'Arc aux prochaines festivités. C'est le 8 mai prochain, célébrant la pucelle d'Orléans, libératrice de la ville en 1429. Le comité d'organisation a expliqué qu'elle coche tous les critères, elle est catholique, très investie, elle donne beaucoup de temps aux autres, mais elle a été victime cette semaine de propos très insultants, racistes, de la fachosphère sur Internet, et à cause de son métissage des origines béninoises par son père. Alors, Marlène Schiappa, c'est la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, lui a tout de suite témoigné son soutien. Vendredi, la procureure d'Orléans a ouvert une enquête pour incitation et provocation à la haine raciale. Alors, les identitaires qui s'opposent au choix de cette jeune métisse pour incarner Jeanne d'Arc dénoncent une dérive multiculturaliste. Le multiculturalisme, c'est votre thématique, Mathieu Bocoté. Cette semaine, vous avez défendu la jeune femme dans le Figaro. Ils vont bien trop loin, les identitaires. Mais c'est pas qu'ils vont bien trop loin, c'est qu'ils vont surtout dans la mauvaise direction. Donc, ils vont très loin dans la mauvaise direction. Imaginez à quel point c'est loin. Je veux dire, tout le génie, me semble-t-il, l'assimilateur de la France, c'est que la nation n'est pas une prolongation des appartenances raciales, mais ça transcende ce type d'appartenance. Et ce que je trouve magnifique, moi, c'est lorsque justement un récit inscrit au cœur de l'identité française, comme Jeanne d'Arc, un mythe fondateur qui est repris d'une génération à l'autre, eh bien, n'importe qui peut se l'approprier. Pas besoin d'être français de souche pour reprendre la formule. N'importe qui peut se l'approprier parce que la culture, justement, n'est pas
pas un déterminant racial. La culture, on peut se l'approprier qu'on vienne du Bénin ou qu'on vienne de France. Si on décide d'embrasser la culture française, se l'approprier, imaginez, personnellement, je trouve que ce serait d'une injustice terrible de dire à quelqu'un métissé, pour reprendre le mot que vous proposez, qui s'approprie la culture française, mais on dit finalement tu passes pas le test parce que t'es pas la bonne couleur de peau. Moi, je m'inquiète terriblement, vous l'évoquez dans la question du multiculturalisme, la racialisation des appartenances dans la société contemporaine. C'est-à-dire que le multiculturalisme prétend faire une politique de la diversité, mais dans les faits racialise, ramène, classe les gens en catégories raciales, classe les gens selon leur couleur de peau, et croit ainsi présenter une société juste parce qu'on va avoir des gens, telle proportion de gens selon leur couleur de peau à la télévision, et ainsi de suite. Moi, je trouve ça terrible. Réduire quelqu'un à sa couleur de peau, c'est le transformer en échantillon représentatif. De mon point de vue, le véritable humanisme se trouve dans la nation qui permet d'accueillir des gens de partout autour d'un héritage commun. Mais cette polémique-là sur cette jeune femme à Orléans, ce ne sont pas les partisans du multiculturalisme qui l'ont lancée. Ce sont des opposants au multiculturalisme. Ben, ça dépend. Une certaine frange. Et je pense qu'il y a une espèce de terrible... Il y a une rencontre terrible là-dedans. Il y a d'un côté ceux qui disent « Formidable, une Jeanne d'Arc métissée, enfin la France rompt avec la vieille identité blanche chrétienne, et ainsi de suite. » Et de l'autre côté, des gens qui répondent à ça en disant « Ah, ben justement, nous n'acceptons pas cette transformation. » Donc c'est une réponse des racialismes. Racialisme de gauche, racialisme de droite. Et dans les circonstances, moi je crois que réduire quelqu'un à ses origines, l'y enfermer, en fait, pire que ça, rétablir la pertinence de la race comme catégorie politique, je pense que c'est un des grands crimes intellectuels des années présentes. Et de ce point de vue, il va falloir comprendre que la nation, je le redis, n'est pas la prolongation de la race, mais sa contradiction. Alors Mathieu Bock-Côté, on va changer de sujet et maintenant on va parler d'un sujet qu'on suit de près dans ces politiques, c'est la transparence. Alors, il y a du nouveau sur le front de la transparence cette semaine. La mairie de Paris a mis en place des mesures très strictes pour encadrer les lobbies et ça donne des idées à certains à l'Assemblée nationale. Bureau de Vérif avec Maxime Darquier. Salut Maxime. Salut à tous. Bonjour. Alors Maxime, il y a eu des révélations cette semaine sur les liens entre des lobbies et certains parlementaires et ça concerne l'industrie pharmaceutique. Oui, ce sont des révélations du nouveau journal d'investigation Médiacité. Le journal s'est intéressé à des députés qui ont une double casquette. Ils sont à la fois parlementaires et médecins. Et dans le cadre de leur activité médicale, certains ont pu avoir des liens directs avec des labos pharmaceutiques. Ils ont même parfois touché en toute légalité de l'argent de ces labos. Alors ça peut être des frais d'hébergement, de transport ou parfois même des repas. Et parfois ces sommes accumulées, elles représentent une grosse enveloppe. Alors, voici le podium dressé par le journal pour ces 4 dernières années. De 2012 à 2016, la députée et médecin Stéphanie Rist a touché 28 030 € des labos, le député Jean-François Eliaou 9 454 € et le député médecin Cyril Isaac-Sibyl 3 565 €. Alors on rappelle que c'est au titre de leur activité de médecin qu'ils ont touché cet argent et que c'est tout à fait légal, mais ça interroge, Maxime, des bons connaisseurs du fonctionnement de l'Assemblée. Oui, pour les associations qui scrutent de près le risque de conflit d'intérêts, ça met ces députés dans une position délicate au moment d'élaborer des lois qui peuvent directement concerner les labos pharmaceutiques. Alors, ils en pensent quoi, ces députés concernés ? Je suis allé les voir. J'ai retrouvé Stéphanie Rist, donc la première de ce classement de Médiacité. Et elle assume complètement la proximité avec des labos. Elle va même jusqu'à dire que c'est même un atout. Non, je pense même que ça aide d'avoir travaillé avec des lobbies. Ça aide à avoir la distance nécessaire. C'est la différence entre lien d'intérêt et conflit d'intérêt, en fait. J'ai la connaissance des lobbies et je pense que je les gère mieux que quelqu'un qui n'a pas la connaissance, justement. La différence entre conflit d'intérêt et lien d'intérêt. Lien d'intérêt. On va réfléchir Alors pour cette députée, pas de problème. C'était pas du tout l'avis d'une de ses collègues qui est en pointe sur les questions de transparence. Elle s'appelle Elsa Fossillon. C'est une députée communiste chargée par le président de l'Assemblée d'aller plus loin sur les questions de transparence. Et elle voudrait carrément rendre tout public, tous les rendez-vous des parlementaires et des lobbies. Elle propose une mesure choc, la publication des agendas de tous les députés. Alors, publier les agendas de tous les députés, comment on accueille ça à l'Assemblée, Maxime ? Vous vous en doutez un peu, Karim. Il y a deux écoles. Première école, il y a ceux qui en ont un peu marre d'entendre parler de transparence et qui dénoncent une fuite en avant, justement, dans la transparence. C'est ce que dit la présidente LREM de la Commission des affaires sociales. Je pense qu'on va très loin dans la transparence depuis quelque temps. Plus on va dans la transparence, plus on trouve des sujets à chaque fois qui pourraient être encore plus transparents. J'aimerais que cette transparence ait lieu dans d'autres professions parfois et que cette transparence s'étende à d'autres catégories d'élus parce que les députés, je crois que maintenant on est plus que transparent, on va devenir translucide. Des députés bientôt translucides, selon la députée. Ça, c'est pour les contres. Et puis, il y a la deuxième école, des députés qui sont franchement pour cette mesure, qui sont prêts à publier leurs agendas, mais qui s'inquiètent quand même de l'interprétation qu'on pourrait en faire. C'est le cas du député Olivier Véran. Lui aussi, c'est un député En Marche.
Avant de venir là, j'ai appelé le patron d'un laboratoire américain qui est en train de faire une pression sur l'État sur le prix d'un médicament qu'il n'a pas obtenu comme il le souhaitait et qui renonce à faire des tests en laboratoire en France et donc à inclure des patients français. Si on affiche brut le fait que je rencontre cette personne, quel niveau d'information ça vous donne ? Ça ne dit rien de la discussion que je vais avoir avec lui. Ça va juste vous dire que j'ai rencontré un labo. Donc Olivier Véran, il est pour que ces agendas soient publiés, à condition que la publication soit expliquée, que les motifs des rencontres soient vraiment écrits noir sur blanc. Alors des agendas totalement transparents, ça ne fait pas encore l'unanimité à l'Assemblée, mais Maxime, ça se fait déjà ailleurs. Oui, et depuis cette semaine, ça se passe même ici, donc chez nous en France. La ville de Paris a lancé une plateforme sur Internet en collaboration avec l'ONG Transparency. Voilà comment ça marche. Les élus parisiens doivent déclarer tous les rendez-vous qu'ils ont avec des lobbies. Regardez un exemple, je vous ai choisi ce petit exemple. On peut savoir grâce au site qu'il y a eu un déjeuner organisé le 1er février 2018 entre Anne Hidalgo et des responsables du groupe L'Oréal. Alors c'est la première fois que ce dispositif est mis en place en France, mais c'est déjà le cas chez nos voisins, en Espagne ou en Irlande par exemple. Mais le champion de la transparence des lobbies, toute catégorie confondue, c'est votre pays, Mathieu Bock-Côté, le Canada. C'est une référence en la matière pour les ONG. Là-bas, ça fait plus de 10 ans que les lobbies doivent déclarer les rencontres avec les élus. Et ça fait même près de 20 ans qu'il existe un registre officiel des lobbies. On a encore pas mal de boulot, nous. Est-ce que vous êtes heureux que le Canada soit une référence en matière de transparence ? Quand elle a dit mon pays, c'est pas le Canada, c'est le Québec. C'est le Québec, pardon. Non, mais le pays qui vous héberge, quoi. Ah oui, si vous voulez. En matière de pays étrangers, je préfère la France. Mais cela dit, qui n'est pas vraiment étranger. Cela dit, je comprends l'idée d'une transparence plus grande. Je m'inquiète, sans connaître le dossier dans le détail, je précise, je m'inquiète de cette idée de la publication d'un agenda complet, dans le détail, et ainsi de suite. Me semble-t-il qu'à partir d'un certain niveau, il y a une espèce d'esprit d'inquisition, une forme d'esprit totalitaire, c'est-à-dire on veut absolument tout voir, tout savoir en toutes circonstances, en tout moment. Donc, pousser plus loin la transparence, très bien. Toujours savoir que la transparence intégrale, il peut avoir des limites. Allez, on va maintenant recevoir un homme qui a été important pour vous il y a quelques années et qui a, comme Alain Finkielkraut, contribué à vous faire connaître ici en France. C'est un journaliste qui adore le monde des idées. Il vient d'ailleurs de signer un livre qui dessine le portrait intellectuel d'Emmanuel Macron. Et avec lui, on va également parler laïcité ce soir. Brice Couturier est dans ses politiques. Brice Couturier, voix historique de France Culture. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Bienvenue dans ces politiques. Je crois que vous vous connaissez bien, je ne dis pas de bêtises, avec Mathieu. Ah, j'ai pas vu la tête, Michael. Avec Mathieu Bock-Côté pour l'avoir invité sur France Culture. Absolument, il y a longtemps déjà. Il y a longtemps, oui. Vous signez ce livre qui est là, Macron, un président philosophe, aux éditions de l'Observatoire, dans lequel vous analysez les références intellectuelles d'Emmanuel Macron pour décrypter ce qu'il y a dans la tête de ce président philosophe. C'est passionnant et on y reviendra tout à l'heure dans la deuxième heure. Et on va d'abord parler de laïcité, Brice Couturier. Elle a une nouvelle fois été au cœur de l'actu, cette laïcité, cette semaine, avec la remise d'un rapport au gouvernement qui pointe le recul de la laïcité dans certains quartiers. C'est l'un de vos combats, la laïcité, Brice Couturier. Vous avez signé il y a 2 ans le manifeste d'un mouvement qui fait de plus en plus parler de lui et qui s'appelle le Printemps républicain. Il a été lancé après les attentats de 2015 par des personnalités marquées à gauche, proches souvent de Manuel Valls. Et le Printemps républicain défend une laïcité de combat, de plus en plus influent au sommet de l'État. Ce collectif a fait des réseaux sociaux son terrain de jeu préféré pour dénoncer ce qui porterait atteinte à la laïcité. Enquête sur le Printemps républicain, signé Cécile Guerrier-Riquier, François Benessiano et Jonathan Hemen. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une laïcité, il peut parfois y avoir un laïcisme. Lorsque certains, au fond, font de la laïcité une arme de combat, en l'espèce contre l'islam. Dans le viseur du candidat Macron, un groupe de pression de la gauche laïque, le Printemps républicain. Ils sont très actifs, certains disent même agressifs sur les réseaux sociaux. Son combat pour la laïcité, le Printemps républicain le mène à coups de tweets. Nous ne voulons pas de concept d'islamophobie qui ne sert qu'à museler toute critique de l'islam. Il faut réarmer la République française contre ceux qui l'attaquent. Parmi les intellectuels, rares sont ceux qui acceptent de critiquer le Printemps républicain face caméra. Le Printemps républicain, c'est un petit groupe qui est très actif sur Internet, qui, sitôt qu'on parle d'eux, dégaine l'artillerie lourde, d'accusations, de polémiques. Moi, je connais plusieurs personnes qui me disent « je ne parlerai jamais de ces gens-là parce que je ne veux surtout pas me retrouver embrigadé dans des polémiques violentes ». Islamophobe ou sincère défenseur de la laïcité. Enquête sur le Printemps républicain, nouvel acteur controversé du débat politique. Le Printemps républicain est lancé dans cette salle parisienne, 1 an après l'attentat de Charlie Hebdo. Et aujourd'hui naît un mouvement qui part du bas, qui
part de la société, qui ne part pas du haut, qui ne part pas des partis, qui ne part pas des institutions, qui ne part pas de ceux qui, pour beaucoup, ça a été dit, ont trahi très largement l'idéal républicain et avec lui bien sûr la laïcité. Au micro, Laurent Bouvet, un intello longtemps proche du PS. On se bat contre ceux qui viennent corrompre, amoindrir, abaisser la laïcité. Le printemps républicain commence aujourd'hui. Le printemps républicain est soutenu depuis le début par 2 magazines, l'un classé à droite, Causeur, l'autre à gauche, Marianne. Les valeurs que défend le printemps républicain sont pour l'essentiel les valeurs de Marianne, avec la République et la laïcité. Ce jour-là, aux Folies Bergères, on retrouve Laurent Bouvet. Ça va? Tu as ta place? Oui, oui, oui. Le printemps républicain est l'un des organisateurs de ce colloque, intitulé Toujours Charlie. Alors, est-ce que vous avez envisagé un jour de vous transformer en mouvement politique, comme on a vu quelques mouvements? Alors ça, pour le moment, c'est pas le cas. Le vide politique, en particulier à gauche, parce qu'on vient essentiellement de la gauche, est criant aujourd'hui. Donc on verra, il faut aussi des circonstances pour ça. Au Parti socialiste, Laurent Bouvet a longtemps été proche de Manuel Valls. Ça va? L'ancien Premier ministre fait d'ailleurs le déplacement ce jour-là. Vous me laissez. Merci. Mais il ne prononcera pas un mot. Je ne vous répondrai pas aujourd'hui. Voilà. Il n'est pas adhérent, à ma connaissance, du printemps républicain, mais il s'affiche souvent avec eux. Manuel Valls veut occuper le terrain politique sur ces questions-là. Et le printemps républicain est un bon moyen de relayer son discours, notamment sur les réseaux sociaux, sans que lui apparaisse directement en première ligne. Bonjour à tous. Issus du PS, les fondateurs du printemps républicain sont soutenus par des figures de la gauche, comme Elisabeth Badinter. Tout dépend de notre force de conviction, la seule arme honorable dans une démocratie. À la tribune, c'est clairement l'islam qui occupe les débats. Pardonnez-moi, en ce qui me concerne, et contrairement à Madame Diallo et à d'autres, le voile n'est pas un signe de féminité, le voile est un signe d'oppression patriarcale. Qui dit aux femmes, couvrez-vous, parce que vous êtes tentatrices. Le printemps républicain revendique de ne recevoir aucune subvention publique. Ce jour-là, les entrées sont payantes. Il y a du monde au stand des produits dérivés. Nous sommes dans un moment où il faut se regrouper pour résister contre certaines choses qui arrivent à notre pays, et notamment la perte de la liberté d'expression, retour en arrière sur certaines valeurs. Peu de rendez-vous publics. L'essentiel du combat du printemps républicain se mène sur les réseaux sociaux avec ce genre de tweets. Interdisons la présence de mères voilées dans les sorties scolaires. Je ne veux pas que les enfants s'habituent au voile. Le printemps républicain revendique 500 militants très offensifs sur Internet. Ils ont des personnalités ciblées. Jean-Louis Bianco est une des cibles, Rokhaya Diallo est une des cibles, Benoît Hamon est une des cibles. Voilà. Donc, à chaque fois que ces personnalités prennent la parole, tous les militants ou les cybermilitants proches du printemps républicain y vont, retweetent, répondent, etc. Et ils font d'une micro-polémique un phénomène viral. Depuis 2 ans, ils participent à une campagne acharnée pour obtenir la tête du patron de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco. Ils ont voulu votre tête, ces gens-là, vous comprenez pourquoi? Ah non, il faut leur demander à eux. En tout cas, ils ne l'ont pas eu. Ils ne l'ont pas eu avec le président Hollande et ils ne l'auront pas avec le président Macron. Mixité dans les cours de sport, menu de substitution dans les cantines, signes religieux au travail. Le printemps républicain reproche à Jean-Louis Bianco et son observatoire d'être laxiste. On n'est évidemment pas mou et pas conciliant, on est pour le droit. La laïcité, c'est des libertés et c'est des interdits. Il faut faire respecter les libertés, il faut faire respecter les interdits. Mais c'est une accusation totalement infondée. Vous savez, il y a des gens qui ont un peu une pensée magique. Autrefois, il y avait des tribus en Afrique qui jetaient de l'eau en l'air pour faire tomber la pluie. Et eux, ils pensent qu'en répétant un mensonge, ça va devenir une vérité. Mais Jean-Louis Bianco est désormais obligé de cohabiter avec ceux qui le combattent, au sein d'un conseil des sages de l'éducation nationale. Parmi les 13 personnalités nommées par Jean-Michel Blanquer, Jean-Louis Bianco donc, mais aussi Laurent Bouvet et 4 autres sages sur une ligne proche du printemps républicain. Son fondateur a pris la parole lors de la première séance de ce Conseil des sages. Il serait bon que les enseignants abordent la question du sens sur le voile, par exemple. Mais peut-on garantir qu'ils auront à cœur de le faire, qu'ils auront la rationalité nécessaire? En moins de 2 ans d'existence, Laurent Bouvet et ses amis ont réussi à se rendre incontournables.
Dernier exemple en date, vendredi, le ministère de l'Intérieur rendait public un rapport polémique sur la laïcité. Son auteur, Gilles Clavreul, proche de Manuel Valls et cofondateur du Printemps républicain. C'est donc le rapport Clavreul qui dresse un constat alarmant sur la laïcité, de plus en plus contestée, mise à mal notamment par l'islam radical. Et le rapport propose donc des mesures choc pour endiguer ces dérives. Le Printemps républicain a désormais l'oreille du gouvernement. Pourtant, le candidat Macron dénonçait leur conception de la laïcité. Si on donne le sentiment que nous luttons sur des terres symboliques contre une religion, on vient tout fracturer, faire le jeu de certains, celui de la division et de la guerre civile. Mais depuis son accession à l'Élysée, silence radio sur la laïcité. On est intrigué par le fait qu'il ne veuille pas en parler, qu'il repousse sans cesse ces séances. C'était en janvier, février. À un moment, c'est un débat qu'il ne pourra pas éluder pendant tout un quinquennat. Le Printemps républicain a-t-il réussi à imposer ses idées, y compris au plus haut sommet de l'État? Ce soir, on va poser la question. Enquête signée Cécile Guerrier-Riquier, Jonathan Hemen et François Benessiano. Et on va poser cette question dans un instant à Brice Couturier, journaliste et signataire du manifeste du Printemps républicain. Avant de répondre à cette question dans la deuxième partie, juste un mot sur votre engagement à leur côté. Qu'est-ce qui vous a séduit au départ dans cette initiative ? Moi, je suis un militant laïque, absolument convaincu de la nécessité de défendre la République quand elle est attaquée. Elle l'a été de manière extrêmement violente ces dernières années. On a perdu 240 de nos compatriotes. Je suis très hostile à toute instrumentalisation des religions à des fins politiques. Et l'islamisme, c'est précisément ce type d'instrumentalisation-là. Mais je précise que je ne suis absolument pas venu ici pour défendre le Printemps républicain. Ce n'est pas mon job. Je ne suis pas mandaté pour le faire. On va parler de laïcité. Par contre, je voudrais juste dire que dans ce documentaire, il manquait 2-3 éléments assez importants. Vous avez montré Manuel Valls. Vous avez bien fait, il était là du matin au soir, j'étais là aussi. Vous avez oublié de dire qu'Anne Hidalgo, la maire de Paris, était aussi venue. C'est bizarre que vous l'ayez pas dit. Vous n'avez pas dit que Valérie Pécresse aussi était venue. Pourquoi c'est bizarre que le président de l'Assemblée nationale lui-même s'est déplacé pour le venir. Pourquoi vous ne l'avez pas montré? Vous y voyez un document à charge? Ah oui, je le vois comme un document à charge. Oui, je pense que tout le monde l'aura compris comme ça. Oui. Mais il n'y a pas un esprit un tout petit peu complotiste l'esprit complotiste, c'est celui qui imprégnait ce documentaire. On avait l'impression, n'est-ce pas, qu'il y avait une campagne acharnée. Il y avait des militants qui intervenaient sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et il n'y avait pas Anne Hidalgo, il n'y avait pas Valérie Pécresse. Non, il n'y avait pas non plus tous les signataires du Printemps. Vous auriez dû les filmer, tiens. Bon, moi, je défends cette enquête qui, honnêtement, donne la parole à tout le monde et raconte l'influence du Printemps républicain. Et vous ne pouvez pas la nier. Gilles Clavreul a donné son rapport cette semaine. Laurent Bouvet est dans le comité du ministre de l'Éducation. Donc, c'est votre avis. Je pense que les téléspectateurs ont pu se faire un avis sur ce qu'était le Printemps républicain. Juste un regard, Mathieu Boccoté, du Nord-américain que vous êtes, sur ce débat très passionnel autour de la laïcité qu'il y a chez nous en France. Je suis plutôt d'accord avec Brice Couturier, ça l'a dit sur le fait que c'est un document à charge. Il n'y a pas de doute. Mais bon, on veut faire le procès, c'est légitime de faire des procès. Encore une fois, ce n'est pas un procès. D'accord. Aucunement un procès. Alors j'ai mal compris. C'est factuel. Mais vous pouvez reprendre les mots un par un si vous voulez. D'accord. Alors une fois que c'est dit, la question de la laïcité est très importante aujourd'hui parce que c'est à travers elle qu'on a un principe qui permet d'encadrer minimalement l'expression des communautarismes dans l'espace public. Au Québec, on a eu depuis 2007-2008 un débat très vif sur la question de ce qu'on appelle les accommodements raisonnables. Et la question de la laïcité s'est imposée chez nous. Et on voit dans la laïcité un principe qui permet justement, dans une société comme la nôtre, de refaire du commun, de recréer du commun. Et de ce point de vue, je ne suis pas de ceux qui croient que la laïcité est le masque de l'islamophobie. C'est en fait, d'ailleurs, le concept d'islamophobie lui-même est un concept trouble. Mais ce qui est certain, c'est que la notion de laïcité est aujourd'hui un de ces rares principes qui permet de créer de l'unité politique ou du commun. De ce point de vue, je pense que la contribution du Printemps républicain est tout à fait heureuse dans le débat public. D'autant, je pense, j'ajoute une chose, qu'ils occupent à gauche un terrain qu'ils sont les seuls à occuper aujourd'hui. Alors que longtemps, la gauche, une bonne partie de la gauche occupait ce terrain. Pourquoi le Printemps républicain est seul à occuper ce terrain aujourd'hui à gauche? C'est une question qu'on peut se poser. C'est intéressant qu'on pose cette question, vous voyez, Brice Couturier. Vous restez avec nous, en tout cas. On va continuer à parler de laïcité, cet enjeu fondamental qui fait débat au plus haut sommet de l'État avec vous. Mathieu Boccoté, merci d'avoir passé ce moment avec nous dans ces politiques. Votre livre, je le cherche, il est là. Le multiculturalisme comme religion politique, si on veut mieux saisir encore votre pensée. Ce livre édité aux éditions du Cerf. Merci et à bientôt. Luc, on se retrouve la semaine prochaine. C'est politique, ça continue dans un instant. On se retrouve dans la deuxième partie avec vous, donc Brice Couturier. On parlera de ce président philosophe qui est Emmanuel Macron. Et on recevra une jeune députée qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment et un écrivain à succès, citoyen engagé, qui adore croquer ses contemporains et leur petite perfidie, comme il dit. Sonia Crimi et l'inimitable Philippe Delerme nous rejoignent dans un instant. À tout de suite.